Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise. L'affaire fait grand bruit, les réseaux sociaux en font un feuilleton, ça jase de partout, depuis les révélations du journal L'Alternative, des allégations commentent d'autres sources. Près de 400 à 500 milliards de francs CFA auraient été détournés en mode offshore sur les commandes de l'État togolais dans le secteur du pétrole. Le Petrolgate qui agit donc et la toile et tout le Togo. Au cœur de l'intrigue, la famille Adjakli, père et fils. Qu'en est-il exactement? De simples rumeurs qui font juste clameur, des allégations pour certains, des révélations pour d'autres. Nous allons tenter d'en savoir un peu plus dans cet entretien avec notamment le coordonnateur du secrétariat technique du comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers, CSFPP. Avec nous donc pour éclairer notre lanterne, Monsieur Kondo et Komlan. Bonjour Monsieur Kondo. Bonjour Monsieur Leroy. Première question, comment se porte aujourd'hui le comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers au Togo, l'organe qui est justement en charge de la régulation du secteur? Avant de répondre à votre question, merci d'être passé prendre les informations. Et je parle au nom de mon ministre de tutelle, qui aurait été celui qui allait présenter ce que nous allons faire tout à l'heure. Mais un empêchement de dernière minute a fait qu'il m'a confié la mission de venir vous éclairer techniquement sur ce que fait le comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers. Et donc, en ce sens, pour répondre à votre question, je vous dirais que le CSFPP se porte bien et poursuit sa mission de régulation du secteur pétrolier, malheureusement dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Monsieur Kondo, lorsqu'on parle de produits pétroliers, qu'entendons-nous exactement par produits pétroliers? Alors, pour répondre à cette question, je vais me situer dans le cadre spécifique où nous sommes pour vous dire qu'en termes simples, les produits pétroliers, c'est un type d'énergie nécessaire à faire tourner un moteur, puisque c'est ça qui nous concerne aujourd'hui. Ils sont issus de traitement des hydrocarbures bruts, et à partir de ce traitement qu'on appelle dans le langage technique raffinage, on obtient des produits, et pour ce qui nous concerne ici, il s'agit du super sans plomb, du pétrole lampant, du gasoil, ce que nous vendons habituellement, et le jet A1, qui est le carburant utilisé par les avions, les aéronefs. Notons au passage, ça c'est pour éclairer un peu votre lanterne, puisque vous le demandez, que grâce à la pétrochimie, on peut aussi utiliser les produits pétroliers dans des produits pharmaceutiques. Dites-nous, quelle est la responsabilité exacte de votre ministère, le ministère de tutelle, dans la commande des produits pétroliers chez nous ici au Togo? Alors, la question telle que posée amène à aborder les bases juridiques qui régissent le secteur pétrolier au Togo, ainsi que le rôle des différents acteurs intervenant dans la chaîne d'importation et de distribution. Alors, je vais commencer par les bases juridiques. Il en existe trois principalement dans notre système ici. Le premier, c'est le décret, je vais vous le citer, le décret numéro 2010-146/PR du 26 novembre 2010 relatif au mécanisme d'ajustement automatique des prix à la pompe des produits pétroliers. Ça, c'est pour le décret. Il y a un arrêté ministériel qui a été pris. Cet arrêté a pour numéro 017/MCPSP/MEF/MME du 10 décembre 2010 relatif à la commission technique de suivi du mécanisme d'ajustement des prix des produits pétroliers au Togo. Ça, c'est pour le deuxième texte. Le troisième, c'est l'arrêté numéro 003/MCPSP du 20 janvier 2011 portant mise en place d'un secrétariat de la commission technique du suivi du mécanisme d'ajustement des prix des produits pétroliers. Ça, c'est pour les textes juridiques. Ces textes juridiques ouvrent droit à des organes
Donc ce sont les organes administratifs. Et pour les organes administratifs aussi, il y en a, comme par hasard, 3. Le comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers, que nous appelons communément CSFPPP. Alors, ce comité est composé de 4 personnes, à savoir le ministre chargé du commerce, qui en est le président, le ministre chargé des finances, qui en est le vice-président, le ministre chargé des mines, qui est membre, et le représentant du Premier ministre, qui est aussi membre. Ça, c'est pour le CSFPP, l'organe principal. Ensuite, il y a une commission qu'on appelle commission technique, qui est composée essentiellement des représentants de l'administration publique, à savoir les ministères, les 3 ministres que je viens de citer. Donc, le ministère chargé du commerce a un représentant, le ministère chargé des finances a des représentants, le ministère chargé des mines a des représentants. Ça, c'est pour ce qui est des représentants de l'administration publique. Cette commission est composée aussi des représentants du secteur privé, notamment le Conseil national du patronat et le groupement des professionnels de l'industrie du pétrole, qu'on appelle communément le GPP, et le représentant des gérants de stations. Ça, c'est pour le secteur privé. Il y a aussi la société civile qui est représentée au sein de cette commission. Et il s'agit de la représentation par deux personnes des syndicats. Alors, c'est bien là où, ça il faut le préciser ainsi, c'est au niveau de cette commission technique que se décide ou se propose au gouvernement les prix à appliquer à la pompe. Et il appartient au gouvernement, en dernière position, de trancher après cette proposition de la commission technique. Alors, il y a un 3e organe, puisque j'en avais annoncé 3. Le 3e, c'est le secrétariat de la commission technique, qui est en fait au quotidien du CSFPP. Donc, c'est l'organe, c'est la cellule administrative et technique du CSFPP. De façon générale, s'il faut se résumer, on dira que le CSFPP, c'est l'organe de régulation du secteur pétrolier, et c'est par son intermédiaire que l'État lance des appels d'offres. Il suit l'exécution des contrats d'appel d'offres et propose des prix applicables à la pompe, comme je viens de le dire tout à l'heure. Nous allons parler maintenant des autres acteurs intervenant dans la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit notamment des traders qui sont nos fournisseurs, donc les fournisseurs des produits pétroliers. Et ceux-ci opèrent au niveau de 3 zones de par le monde. La première zone, qui regroupe l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient il n'y a pas longtemps, a été scindée en 2. C'est-à-dire qu'il y a eu un découplage du Moyen-Orient avec l'Europe et l'Afrique, et qui a donné une autre zone qui est gérée, partagée par Oman et Dubaï. La zone Europe et Afrique a son siège à Londres. La deuxième zone, c'est la zone Amérique, Caraïbes et Pacifique Ouest, qui a pour siège New York. Et puis la zone Asie et le reste du monde, avec siège Singapour. Le Togo se situe dans la première zone et ne va pas sur les autres marchés qui sont déjà géographiquement éloignés. Cet éloignement va encore grever les frais de transport si jamais nous allions vers ces marchés. Il faut préciser que le choix des traders qui participent à nos appels d'offres au Togo est surtout basé sur leur renommée internationale et sur leur longue expérience sur la côte ouest africaine. Alors, tous étant compétitifs, ces traders, ce qui les départage enfin pour leur choix, c'est l'offre faite pour le prix. Et pour vous expliquer comment le prix est constitué au Togo, il y a 2 composantes. Ce que nous appelons ici le prix A, et puis la deuxième composante, le prix B. Le prix A, c'est quoi?
Lorsque quelqu'un gagne un appel d'offres, déjà dans le contrat, c'est bien indiqué que pour vos prochaines livraisons, nous allons prendre la moyenne de la cotation de 5 jours que ni le trader ni le CSFEP ne connaît pas encore, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, nous sommes aujourd'hui le 17. Nous sommes le 17. Le 17. Alors, nous allons avoir des produits le mois prochain, en août. Nous nous entendons pour dire que nous allons utiliser la cotation des 1er, 2, 3, 4, 5 août pour fixer le prix A. À l'heure où nous parlons, ni vous, ni moi, nous ne savons pas ce que ça va coûter sur le marché international, du Platts notamment, les prix des produits pétroliers. C'est ce qui fait qu'il y a une transparence. Ensuite, quand nous avons obtenu ces moyennes à partir de ces 5 jours, nous ajoutons le prix B qui fait l'objet d'un appel d'offres. Alors, les appels d'offres que nous lançons sous forme de consultation restreinte vont dire, bon, chers traders, nous souhaiterions avoir quelqu'un qui peut nous livrer nos produits ici à son coût CAF dans nos bacs au dépôt de Lomé ici et de nous les livrer moins cher, c'est-à-dire que le prix qu'il va proposer et que nous allons dépouiller sera composé du fret, donc le transport il le fait à ses frais, de l'assurance, des produits qu'il va transporter, du coulage. Le coulage, dans le jargon ici, ce sont les pertes. Vous savez, les produits pétroliers sont très volatiles. Donc, toutes ces pertes-là, c'est lui qui les assume. Et quand nous commandons une quantité de produits, ça veut dire qu'il doit nous livrer la même quantité de produits sans dire qu'il y a perte en mer. Plus, maintenant, en quatrième partie, son bénéfice qu'on appelle la marge du trader. Voilà de quoi sont constitués les deux prix que nous additionnons pour savoir quel est le prix de la tonne qui nous a été cédée en CAF ici à Lomé. Voilà au niveau du trader qui est un des acteurs importants. Après le trader, nous avons le dépôt parce que quand il arrive avec ses produits, il faut bien les stocker quelque part. Alors, le dépôt que nous avons ici s'appelle la STSL, qui est la société de stockage de Lomé. Il bénéficie de l'extraterritorialité, ça c'est des termes qu'utilisent les douaniers. Et puis, la société d'entreposage STE, qui est un entrepôt spécial destiné aux produits pétroliers à mettre à la consommation. Ce qui voudra dire que quand les produits arrivent au niveau de la STSL, ceux qui seront consommés sur le territoire togolais vont passer au niveau du dépôt de la STE et c'est à partir de là qu'on essaye d'alimenter et d'approvisionner le territoire national. Ça, c'est le rôle des dépôts. À part les dépôts, nous avons maintenant ceux qui doivent se charger de nous remplir nos réservoirs, donc les marketeurs. Les marketeurs sont les distributeurs qu'on trouve dans les coins de rue un peu partout à Lomé. Ils sont au nombre de 14, je ne sais pas si ça vaut la peine de les citer. Néanmoins, essayons quand même, il y a T-Oil, il y a Total Togo, il y a MRS Togo, OVH Énergie, qui était anciennement Owando, Cap Togo, Somayaf Togo, Sanol. Après les stations-service qui nous... Exactement, les stations-service qui nous desservent. Ce sont ces sociétés qui sont là et sont chargées de la distribution des produits pétroliers sur toute l'étendue du territoire. Il est important de relever, après cette description, que le décret 2010, numéro 2010-146, barre PR du 26 novembre, charge fondamentalement le CSFEP et ses autres organes de mission d'une mission de régulation et précisément de la mise en œuvre du mécanisme d'ajustement automatique des prix à la pompe des produits pétroliers. Ça, c'est la première mission, sinon même c'est la vraie mission du CSFEP. Néanmoins, et c'est à la suite d'une histoire, parce que dans le temps, les importations se faisaient par les sociétés privées installées sur la place. Je vais vous expliquer comment ils procédaient. Ces sociétés importaient des produits à chaque 2 mois pour toute la profession. Mais il était arrivé à un moment donné où, parce que l'État
il arrivait à l'État de demander que le prix à la pompe soit vendu moins cher que ce que cela ne devrait coûter. Donc cela a commencé à peser un peu sur les finances des marketeurs. On est arrivé à avoir, enfin, ils ont eu des créances que l'État devrait leur payer. Ils l'ont exigé avant de faire les importations, ceci c'est en 2008. Ils ont demandé que ces créances leur soient payées avant de pouvoir faire l'importation du moment. Les négociations n'ayant pas abouti, l'État a alors demandé l'aide d'un trader qui pouvait venir nous sauver pour qu'on ne tombe pas du tout en rupture, parce que les ruptures avaient déjà commencé à cause de cette position des marketeurs d'alors. Et donc c'est comme ça que les importations sont tombées un peu sous la gestion du CSFPPP, parce qu'il fallait sauver une situation. Alors, qu'est-ce qui fait que peut-être cette situation a perduré? Elle est stable pour le gouvernement, cette situation, parce que celui qui a accepté de venir faire l'importation en ce temps de crise l'a fait sans demander un seul franc de la part de l'État togolais. Donc c'était sur la base de la confiance. Alors, cette expérience a permis à d'autres de venir s'essayer et c'est ça qui se poursuit jusqu'à ce jour. Nous reviendrons beaucoup plus en détail pour vous expliquer comment ça se passe. Alors, après, comme ce que je viens de vous dire, après l'appurement des dettes, donc cette situation a continué avec le CSFPP, qui a continué de gérer, bien sûr avec les organes que je viens de vous citer, les ministres, la commission technique, la cellule technique et administrative, pour faire les importations des produits. Maintenant, de la commande des produits pétroliers, sous la tutelle du ministre du Commerce. S'agissant de la commande des produits pétroliers, qui est la mission assurée de fait par le CSFPP, la procédure observée est la suivante. Chaque 3 mois, c'est-à-dire là, nous sommes actuellement avec ce qui se passe, les anciens marketeurs, c'était chaque 2 mois, maintenant c'est chaque 3 mois qu'une consultation restreinte préparée par le CSFPP et signée par le ministre à l'attention des traders qui opèrent habituellement dans notre zone. Alors on leur envoie ce courrier et puis ils manifestent leur volonté de participer à la consultation restreinte. Qu'est-ce que nous mettons dans le dossier? Nous mettons les termes de référence que tous ont, le modèle de contrat d'approvisionnement en produits pétroliers, ils l'ont pour savoir qu'est-ce qui les attend à l'intérieur du contrat qu'ils signeront s'ils gagnent l'appel d'offres, et puis les annexes. Au niveau des annexes, nous avons 7 documents. 7 documents, à savoir les spécifications togolaises, donc c'est ça qui donne les caractéristiques des produits que nous utilisons. Le modèle d'engagement de paiement, donc l'État s'engage de payer les produits qu'on lui livrera. Le modèle de garantie de performance, ça c'est ce que nous demandons aux traders. Il faut qu'on soit sûr que ce trader-là, il est sérieux et qu'il ne vient pas s'amuser avec le pays, le Togo. Donc on a le modèle de notice de défaut qui est très important parce que si le trader est défaillant, c'est ça qui constituera la garantie pour que nous puissions passer à un autre trader. Nous avons l'historique des livraisons, nous avons le modèle de garantie bancaire de soumission et puis le modèle de l'engagement de soumission. Voilà tous ces éléments qu'on met dans le dossier. Et puis, une chose très importante à préciser, M. Devaux, le dépôt des offres des soumissionnaires est fait au secrétariat du CSFPP. Nous avons dit entre 10h et 11h. Nous n'avons pas de plage de date pour éviter qu'on dise que nous avons peut-être ouvert un document avant le dépouillement. Donc c'est le jour où a lieu le dépouillement qu'a lieu en même temps le dépôt. Et quand les gens arrivent entre 10h et 11h, ce que nous avons remarqué, nous n'avons jamais changé le cours des choses, c'est que les gens attendent quand il reste 10 minutes pour déposer leurs offres. Et dès qu'ils ont fini de déposer, ensemble, nous allons à la salle de dépouillement avec eux. Donc, personne n'a le temps de dire qu'on va regarder si on peut ouvrir pour communiquer à tel ou tel autre le prix ou l'offre d'un
soumissionnaires. Voilà un point de transparence. Ensuite, celui qui préside cette commission, c'est le représentant du Premier ministre. C'est lui le président. Nous avons 2 représentants de la commission technique, qui est l'organe dont je vous ai cité tout à l'heure, et puis 2 représentants du secrétariat du CSFPP qui est au quotidien du CSFPP. Voici comment se fait le dépouillement aussi, parce que c'est très important. La vérification de la recevabilité des offres, nous avons 10 critères. Lorsque le dépouillement commence, on vérifie chez chaque soumissionnaire si chaque soumissionnaire respecte les 10 critères de recevabilité. Si vous ratez un seul des 10 critères, vous êtes éliminé devant les autres concurrents. Tout est fait devant les représentants ou le trader qui est là. Ensuite, quand vous passez cette étape des 10 critères, nous passons à l'analyse des offres techniques. Alors, les offres techniques, en général, c'est quoi? Dans le dossier, dans les termes de référence, on demande à chaque société de donner son company profile. Donc, c'est à partir de cela que nous puisons les éléments qui nous permettent de comprendre que tel trader est sérieux et qu'il peut livrer au Togo les produits sans difficulté. Et il y a des points qu'on donne naturellement parce que c'est noté sur 100. Si vous avez moins de 70 points, vous êtes là aussi éliminé. Donc il faut avoir au minimum 70 sur 100 pour être sûr de passer à l'étape de l'ouverture des offres financières. Quand les offres techniques sont étudiées à huis clos, nous rappelons en salle les traders ou leurs représentants pour venir suivre ce que nous avons fait. Et nous leur disons ce que chacun a obtenu comme point. Et si quelqu'un a été recalé, on le lui dit. Et il sait pourquoi il a été recalé. Passé cette étape, nous procédons maintenant à l'analyse financière des offres. C'est la partie la plus, bon, je ne vais pas dire la plus importante parce que la première partie aussi est importante, mais c'est ça qui finit par déterminer le prix auquel nous allons obtenir nos produits. Et donc à ce niveau, quand nous prenons un dossier, nous prenons l'enveloppe de l'offre financière, nous la déchirons, nous vérifions qu'il n'y a pas eu des trucs pour signifier que c'est X ou c'est Y. L'enveloppe doit être sans signe distinctif. Quand on l'ouvre... De la transparence toujours. Exactement, c'est toujours dans le sens de la transparence. Alors quand on ouvre cette enveloppe, on donne le nom de la société, le nom du trader à qui cette enveloppe appartient. On note. Et maintenant, on vérifie quelle est l'offre que cette société donne. C'est-à-dire ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, le prix B, qui prend en compte sa marge, le coulage, le fret et l'assurance. Et quand on proclame à haute et intelligible voix ce prix B, nous ne nous arrêtons pas là. Nous promenons le document original lu que nous présentons à tour de rôle à tous les concurrents de celui dont on a ouvert l'offre financière. Et tout le monde sait que effectivement ce que nous avons déclaré, c'est ce qui est inscrit sur le document et que rien n'a été manipulé. Voilà comment ça se passe au niveau des appels d'offres. Et pour continuer, c'est un peu long, mais c'est nécessaire de l'expliquer. Lorsque vous avez gagné, à partir de ces critères dont je viens de vous citer un peu quelques éléments, vous gagnez, mais en même temps, pour vous livrez les produits sans lettre de crédit de la part de l'État en votre faveur, ni autre garantie pour vous dire que bon, vous avez gagné et que bon, si nous n'arrivions pas à payer, vous prenez notre garantie. Donc à ce niveau, il n'y a aucune lettre de garantie en faveur comment on appelle ça, de l'adjudicataire. Et ça, c'est une spécificité du Togo. Il faut l'apprécier parce que au moins, ça sauve des décaissements énormes pour aller acheter les produits pétroliers. Livrés, ces produits vont être stockés au nom de l'État, mais il y a une contrepartie. Puisque vous ne lui avez pas donné de garantie pour vous transporter les produits en votre nom, il faut quand même qu'il ait une contrepartie quelque part. La contrepartie, c'est que tant que le produit est au dépôt, il continue d'être sa propriété.
Bon, il va arriver un moment, puisque ce n'est pas fait pour être stocké au dépôt, c'est fait pour être distribué en station, c'est que on va prendre par quantité de 2 semaines de consommation au Togo qu'on va attribuer aux besoins de chaque marketeur. Donc c'est là où commence un peu le risque pour le trader. Et pour pallier cela aussi, il y a une société d'intermédiation qui a été créée. Au départ, c'était un compte séquestre pour pouvoir sécuriser les fonds du trader, mais à cause de quelques petites, comment on appelle ça, défaillances, à cause de quelques petits problèmes, le trader a demandé que ce compte soit protégé par une société de droit privé qui va pouvoir lui collecter ses fonds et puis lui garantir que les produits qu'il met à notre disposition lui seront payés. Et partout où il est, il peut vérifier ce compte pour s'assurer que quand les gens achètent, ça ne passe pas ailleurs, c'est dans ce compte que ça se trouve. Voilà de façon résumée comment nous procédons au niveau des commandes des produits pétroliers. Et ça, ce paiement, cet argent, il faut que je le précise bien, c'est les distributeurs qui, en venant acheter les produits, laissant les fonds, ces fonds sont transférés alors sur les comptes pour payer le trader après. Alors, quelle est la nature du pétrole importé par le Togo? Est-ce du brut ou du raffiné? Alors, le Togo n'importe que des produits raffinés. Et je viens de vous les citer au départ. C'est le super sans plomb, le pétrole lampant, le gasoil et le jet A1 pour les avions. Alors, ils n'importent pas du tout du brut. Nous n'avons pas de raffinerie, donc si nous importons du brut, ça ne nous servira à rien. Alors, il faut préciser une chose. Il ne faut pas confondre l'importation du brut. Qu'elle fait référence? Le prix du baril. C'est-à-dire que quand on écoute au niveau des radios, le prix du baril est à tant, c'est uniquement sur le brut. Alors, il ne faut pas non plus, quand on donne ces prix sur le brut, faire un lien direct avec les produits raffinés. Parce que, naturellement, le brut, quand il sort, il doit passer en raffinage avant d'être vendu. Et tout ça là demande un processus. Et aucune raffinerie n'attend le brut pour tourner. Il tourne de façon continue. Et donc, il faut que les gens comprennent que quand on donne les prix au niveau international du baril, ce n'est pas la même chose que ce que nous importons en produits finis. Et les produits finis que nous importons sont toujours en tonnes métriques. C'est comme ça que ça se passe dans la profession, dans cette profession, c'est en tonnes métriques. Et quand ils veulent parler du brut, ils l'expriment en baril. C'est leur unité de mesure qu'ils utilisent en général. Et une précision, le prix du baril n'est pas du tout en linéaire avec le prix des produits finis. Une fois encore, je le précise parce qu'il y a cette confusion qui fait que dès que le baril baisse, on dit bon, il faut baisser les produits. C'est pas comme ça que ça procède. Expliquez-nous aussi maintenant en détail la structuration du marché d'Atlanta. Le marché d'Atlanta est beaucoup plus éloigné de chez nous, ici au Togo. Nous opérons plus dans la zone Europe, Afrique. Atlanta étant dans la zone de New York, ce serait contre-productif d'aller chercher nos produits là-bas pour venir. De plus, celui qui a utilisé ce marché a utilisé le brut. Nous venons de dire tout à l'heure que nous n'importons pas du brut, nous n'avons pas de raffinerie. Donc, parler de ce marché, c'est vraiment c'est impropre au Togo. C'est ça. Ça nous amène à parler maintenant des responsabilités de M. Adjakli, oui. Notamment dans la procédure de commande des produits pétroliers. Quelles sont exactement ces responsabilités? D'accord. Monsieur Adjakli était le coordonnateur du secrétariat de la commission technique, la cellule administrative et technique du CSFEP. À ce titre, pour le travail qu'il fait, c'est qu'il élabore avec son équipe technique les dossiers de consultation et qu'il donne au ministre qui les signe et après fait le suivi des contrats d'approvisionnement, notamment
l'arrivée des tankers, donc les bateaux qui doivent apporter les produits, pour assurer l'approvisionnement du pays sans rupture. Donc, de façon globale, c'est le premier travail qu'il fait avec son équipe. Toutefois, on a dit que entre-temps, il y avait eu des problèmes avec les importateurs d'alors, en 2008. Donc, est venu se greffer parce que l'État cherchait un secours. C'est lui qui a piloté ce travail pour qu'ensemble, on soit sorti de la rupture qui était imminente au Togo en 2008. Donc, à ce stade, c'est lui qui gère et s'assure que le trader auquel on n'a pas donné de garantie par la lettre de crédit, que ce trader va être payé. Donc c'est lui avec son équipe qui suit la mise en disponibilité des fonds au profit du trader. Alors comme je vous l'ai expliqué un peu plus haut, il y avait eu au départ des comptes séquestres, mais le trader a demandé que cela soit fait sous forme et remise entre les mains d'une société de droit privé, et c'est ce même travail qu'il a toujours poursuivi pour que le trader ne se retrouve pas sans être payé. Ce qui est toujours fait jusqu'à ce jour et sans incident de paiement. Aucun trader ne s'est plaint qu'il a livré les produits au Togo et n'a jamais été payé. Tout a été réglementaire. Pour garantir les intérêts des traders, s'agissant des sommes à eux dues par les marketeurs, puisque c'est avec ces fonds qu'on paye le trader, un compte séquestre avait été ouvert à cet effet dans une banque commerciale. L'utilisation du compte séquestre a fait apparaître quelques insuffisances et les traders ont suggéré la création d'une société privée chargée de garantir leurs intérêts, donc notamment le suivi de la comptabilité matière des dépôts à la STSL qui est le premier dépôt, la vérification sur place des paiements effectués par les marketeurs avant toute livraison. C'est ça. C'est à cet effet que la société privée Management Hydrocarbures a été créée. Donc cette société de droit privé dont je vous parlais s'appelle Management Hydrocarbures. Et cette société n'est plus aujourd'hui, c'est la TPC, donc devenue TPC Togo Phoenix Corporation, qui continue ses activités qui étaient dévolues à Management Hydrocarbures. Les fonds issus des ventes aux marketeurs sont payés désormais à cette société et en attente sur 2 comptes ouverts dans 2 banques commerciales pour être virés aux traders. Vous en faisiez allusion vous-même tout à l'heure. Plusieurs organes de presse ont mentionné la probabilité de confusion et de délit d'initiés concernant des sommes avoisinant plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Qu'en est-il exactement? Alors, cette question appelle 2 démarches, à mon avis. D'abord, définir les notions de concussion et de délit d'initié. Et si nous prenons d'abord la première notion, donc la concussion, selon le Robert, le dictionnaire Le Robert, c'est la perception illicite par un agent public de sommes qu'il sait ne pas être dues. Ça, c'est le Robert qui le dit. Maintenant, au sens juridique, il s'agit d'une malversation dans l'exercice d'une fonction publique, particulièrement dans le maniement des deniers publics. Alors, quand on écoute cette définition, on se dit que dans tous les cas, il faut un agent public et de l'argent public. Les deniers publics, c'est de l'argent public. Or, nous avons signalé plus haut, tout à l'heure, que les commandes se font sous 2 conditions contractuelles très importantes. À savoir, les produits pétroliers arrivent au nom du trader sans que l'État ne présente une lettre de crédit en sa faveur ou toute autre garantie en ce sens.
Donc ce n'est basé que sur une confiance contractuelle entre les deux parties, à savoir l'État et le trader. Ceci étant, on a dit que le trader est payé par les fonds récupérés sur les paiements des marketeurs. Donc si les marketeurs ne déposent pas de l'argent, on ne peut pas payer le trader. Alors, l'élément denier public faisant défaut, dans notre cas d'espèce ici, il est très difficile, je ne veux pas prendre parti, il est très difficile de parler de concussion possible. Parce que l'élément denier public n'existe pas. Pour ce qui est du délit d'initié, c'est un délit de marché et suppose que l'auteur détient, de par sa position, une information privilégiée qu'il manipule lors de transactions boursières aux fins d'engranger des gains en sa faveur et en temps opportuns. L'usage des marchés pétroliers est du ressort des traders et non du CCPP. Alors, de plus, la fixation des deux composantes du prix CAF des produits est définie de manière à ce qu'aucune partie au contrat ne tire profit d'une quelconque manipulation illicite. J'ai dit plus haut que nous choisissons dans le futur des jours où le Platts, ce que le Platts nous donnera dans le futur. Et donc, ni le trader, ni l'État, donc représenté par le CSFP, personne ne sait quelle sera la cotation du Platts ce jour-là. Et la deuxième partie, c'est le prix offert par l'adjudicataire qui était soumissionnaire au départ. Donc, ces éléments combinés, il n'y a pas moyen, il n'y a pas possibilité de dire qu'il y a manipulation quelque part. À titre illustratif, nous pouvons vous dire que de janvier 2017 à juin 2020, les paiements effectués aux différents traders adjudicataires sont estimés à environ 415 milliards de francs CFA, et ceci sans jamais enregistrer d'incidents de paiement vis-à-vis des traders adjudicataires. Additionner cette somme payée en 3 années et demie aux 400 ou 500 milliards qui seraient détournés sur le dos de l'État, et chacun pourra se faire sa religion. Pour résumer tout ce que je viens de dire, nous dirons ceci. Le budget de l'État ne comporte aucune ligne destinée aux commandes des produits pétroliers. Néanmoins, il y a une chose, c'est que l'État soutient le prix à la consommation par le biais des subventions dans la chaîne de distribution. Le côté de subvention existe au niveau de l'État, mais au niveau des commandes, il n'y a pas de lettre de crédit. Deuxième point, les fonds destinés à payer le trader, donc le fournisseur, proviennent nécessairement des marketeurs eux-mêmes, c'est-à-dire les marketeurs qui ont acheté les produits qui ont été déposés. Ce sont ces fonds qui permettent d'aller payer le trader. Les consultations restreintes lancées par le CSPP permettent de mettre en compétition de potentiels traders et donc de sélectionner l'offre financière la moins disante sans fourniture de lettre de crédit de la part de l'État. Donc c'est l'offre la moins disante que nous choisissons et pour dire que tel est adjudicataire. Ceci dit, il faut rappeler tout de même que le ministre du Commerce a donné des instructions pour que des audits soient menés afin de rétablir la vérité dans ce dossier. Nous avons fait des démonstrations, ça n'empêche pas d'aller vérifier. Et c'est ce qui sera fait ou ce qui est donné comme instruction, de mener des audits pour vérifier. Et là, si malversation il y a, les auteurs seront poursuivis conformément au texte en vigueur. Enfin, le système lui-même, tel qu'il fonctionne actuellement, ce système étant perfectible, des études sont en vue pour l'améliorer.
un benchmarking sera aussi fait pour rechercher les meilleures pratiques en la matière. Affaire à suivre donc, à vous en croire, M. Kondou, vous l'avez dit, je vous reprends donc l'expression, chacun donc pourra se faire sa religion et prêcher donc pour sa chapelle. Merci beaucoup, M. Kondou Komlan. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du secrétariat technique du comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci, M. Deveau. Au nom de mon ministre, je vous dis merci. Merci. Merci.